Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Dans ce nouvel épisode du podcast, réalisé lors du festival Paris et Ludique 2023, j'ai rencontré l'illustratrice Maude Chalmel. Graphiste de formation, Maude travaille en freelance dans le domaine de l'illustration, pour l'édition jeunesse, mais aussi pour le magazine Fluide Glacial. Elle évolue dans le monde ludique depuis 2015, date de la sortie de son premier jeu, Sigil, signé par Henri Kermarek. Depuis, elle a illustré de nombreux jeux, d'Oliver Twist à Vol de nuit, en passant par Yozu, Shaman, Attrape-Rêve, As d'or 2020, ou encore Splitto, le dernier sorti chez Blâme Édition. Rencontre avec une artiste à la fois rêveuse et engagée. Alors aujourd'hui, au micro de Tu joues ou quoi, j'accueille Maude Chalmel, illustratrice. Je suis très contente de te recevoir à mon micro. Maude. Je suis ravie aussi d'être invitée. C'est très plaisant, c'est chouette. Pour tout dire, à chaque fin de podcast, je demande donc à la personne que j'interviewe qui pourrait être le prochain interviewé. Et donc, tu es la commande, on va dire, de Pierrot, voilà, l'illustrateur. Ah oui, je suis la commande. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Donc, mais quel petit saligot. Si vous voulez écouter le podcast avec Pierrot, c'était à l'occasion de Trax. Non, j'ai pas envie de l'entendre. Voilà. Alors, Maude, comment tu es tombée, toi, dans le jeu de société? Comment tu es tombée en amour avec ce domaine? Puisque voilà, tu faisais déjà de l'illustration, du graphisme. Oui. Et comment tu es arrivée dans ce milieu-là? Voilà, peut-être déjà en tant que joueuse. Eh ben, en fait, j'étais pas très joueuse, mais par contre, j'ai beaucoup traîné. Tous mes meilleurs potes traînaient au Bois Rieur de Vincennes, une boutique de jeux, et c'était des amis de lycée qui avaient monté cette boutique, et c'était un petit peu un QG et un phare dans la nuit. Et on buvait des coups, on jouait. Moi, je jouais très peu finalement. J'y venais pour dessiner beaucoup. Et j'avais pas fait vraiment le rapprochement en fait entre la possibilité de travailler dans ce milieu-là. Moi, j'étais plus je lorgnais plus sur le milieu de l'édition presse. Mais comme à chaque fois que je démarche vers quelque chose, que je cherche quelque chose, j'ai jamais de retour positif. C'est comme avec dans mes relations, c'est pareil. Si tu veux, je me prends des râteaux. Voilà. Donc j'ai dit ça suffit. Si vous voulez de moi, vous venez me chercher et puis ça ira bien. Hein, voilà. Donc je traînais au Bois Rieur et puis je voyais des petites merveilles de ces objets qui étaient magnifiquement illustrés. Et je me disais peut-être il y aurait moyen, mais j'irais jamais démarcher, quoi. Et j'ai rencontré Henri Kermarek là-bas d'ailleurs au Bois Rieur et qui me propose, qui me dit tu sais, j'ai vu à la maternité où ma femme a accouché, j'ai vu un faire-part de naissance. C'était un faire-part que j'avais fait pour une copine qui avait accouché au même endroit. Okay. Et il me dit, j'ai fait le rapprochement avec la boutique du Bois Rieur pour qui j'avais fait le logo et l'enseigne. Je ne sais pas comment il a fait le rapprochement. Et du coup, il a fait « Ah, mais c'est la même personne, ah, mais c'est super !» Et puis Nico Boutier, le vendeur, c'est son pote aussi. Et du coup, on a commencé comme ça. Est-ce que ça t'intéresserait de faire un jeu ? Bah oui, tiens, pourquoi pas, c'est cool. Et puis je me suis éclatée, j'ai tout donné. Il n'y avait pas un budget de fou à l'époque, mais l'argent, ça ne m'intéressait pas. Enfin, non pas que j'en avais pas besoin, parce que c'est un petit... Voilà. Je vis très modestement, mais j'avais vraiment envie de m'éclater, donc j'ai tout donné sur Sigil, mon premier petit jeu. Voilà, premier jeu, donc Sigil. Ouais. Tu peux nous rappeler un petit peu le travail là-dessus ? En fait, c'est un jeu qui est très visuel et très contemplatif. Mais en même temps, il peut y avoir un peu de baston. Il faut capturer des esprits avec des cartes artefacts qu'il faut collectionner à chaque tour de jeu, qu'on vient piocher sur un sigil, en fait, un ensemble de cartes disposées d'une certaine manière, un peu à la Mahjong. Et il y a des cartes qui sont bloquées et d'autres pas. Donc le but, c'est de faire une collection d'artefacts pour attraper des esprits. Et là, tu avais été assez libre déjà sur sa création artistique. Alors, l'univers avait été comme à chaque fois. En fait, les éditeurs arrivent avec une mécanique plus ou moins arrêtée. Je préfère quand c'est bien arrêté. Et avec un univers, c'est-à-dire là, en l'occurrence, c'était un univers un peu chamanique. Donc on avait l'esprit de l'eau, l'esprit des feuilles, l'esprit de la nature, en fait, et des artefacts chamaniques
des bâtons de pluie, des ça t'a objets. suivi ça en plus, parce qu'il y a eu le jeu oui, Shaman oui. derrière. Moi, il y a eu Shaman ensuite derrière avec Studio H et Cédric Chabouty. Donc là, c'était vraiment un univers Chabouty. C'était un bébé du confinement, celui-là. Je l'ai fait vraiment pas sortir, pas boire de coups avec les copains. Ça a été un one shot. J'ai dû le faire en un mois en fait, ce jeu. Tu me parles de Shaman là? Ouais, de Ah Shaman. oui, d'accord, ok. Ouais. En un mois. Ok. Ouais. Donc là, oui. Vraiment, parce que tu étais dans ta bulle pour le coup. Ah oui, ouais. j'avais que celui-là et j'ai fait que ça et pas de vie sociale, donc forcément ça. Voilà. Même si parfois pour la On est vie plus sociale, concentré. justement, certaines personnes avaient un peu perdu leur peut-être créativité par moment. Mais au contraire, d'autres ont besoin de se recentrer. Donc, Ah oui, non, moi j'aime bien ma bulle. Je suis très solitaire. Pas du tout associable, hein, mais j'aime bien ma solitude, ouais. Alors on est déjà parti un peu plus loin. Donc du coup, c'est Sigil qui te met le pied à l'étrier. Ouais. Et comment ça continue derrière en fait, voilà, parce que ça peut être le coup de chance, une rencontre, un jeu, et puis derrière. Après, ils se sont dit, bah tiens, on en fait un deuxième, le même format avec le même éditeur et le même auteur. Ça a donné Noxford. Et puis un jour, je repeignais la chambre de ma fille et je reçois un appel de Benoît Forget pour Oliver Twist, pour la gamme des livres-jeux. Des grands livres-jeux ornementés par Tom Vortex. Et donc on a fait Oliver Twist et moi je lorgnais en fait sur le premier, sur le Tour du Monde en 80 jours, où je me disais waouh, mais ce serait trop beau, mais jamais je travaillerais pour ce genre de jeu. Et là pas ce genre de jeu, c'est ce jeu qui m'appelle quoi. Et c'est chouette, du coup on déroule une pelote donc après Oliver Twist qui a bien marché aussi, qui était une belle aventure avec des gens formidables encore, et ensuite Attrape-Rêve avec Spaceco et qui était Purple Brain à l'époque. Il y a Attrape-Rêve qui te met peut-être aussi vraiment en avant pour le coup avec l'As d'Or aussi. Il y a eu un tournant. Ouais. Toi, tu le perçois comme ça ou pas forcément? En fait, moi, le jeu de société, j'en sortais un par an quoi, au début. Ensuite, c'était peut-être 2. Maintenant, c'est 5. Peut-être maintenant, enfin 6 parfois. Où ils sortent pas forcément la même année, mais en tout cas, j'en ai produit une bonne. Alors justement, dans ton activité, est-ce que tu fais aussi des illustrations pour le livre jeunesse, pour des romans, des couvertures? Ça peut être aussi Fluide glacial. Comment alors ce qui n'a plus rien à voir, quelle part, enfin c'était difficile à dire, mais quelle part de ton travail est plus destinée au jeu? Est-ce qu'aujourd'hui tu fais peut-être plus de jeux finalement que de livres ou d'illustrations? Aujourd'hui j'ai peut-être... en fait en termes de temps, c'est plus le jeu qui occupe à 80% mon temps de travail. En termes d'argent, c'est plus la presse, tu vois. Quand je fais un petit camembert, j'ai peut-être un peu plus de presse, un peu moins de jeux, ou en tout cas pas beaucoup plus. C'est pas non plus pas un endroit où on se fait du fric, on va dire, le milieu du jeu de société. Mais c'est vraiment un endroit où on se fait plaisir aussi. En fait, c'est par rapport au temps passé. Oui. C'est ça en fait. Ouais, c'est ça. D'accord. Bon, faut que ça reste rentable aussi, hein, faut qu'on s'y retrouve à la fin. Mais moi, j'aime bien faire rentrer le facteur plaisir en fait dans le travail, parce que c'est mieux. Et puis surtout dans un métier artistique, quoi, c'est plus qu'important. Donc ouais, c'est pas grave si le moment qu'on s'y retrouve, ça va quoi. Et est-ce que justement, si on te propose un projet que tu vas pas du tout sentir parce que je sais pas, le thème ou l'inspi ou la démarche te plaît pas trop, est-ce que tu es en mesure, ou du coup est-ce que toi tu souhaites pas forcément travailler, ou est-ce qu'au contraire il faut l'alimentaire fait que il faut travailler? C'est déjà arrivé, et en fait j'ai une philosophie de vie qui me pousse à toujours trouver du plaisir même dans la pire des situations. Je n'espère pas être tomber sur un violeur un jour, ou tu vois, avoir des situations immondes dans lesquelles je serais confrontée à ce genre de philosophie poussée à l'extrême, où je me dirais prends ce côté positif ma grande, tu vois. Oui, bien sûr, là c'est plus compliqué. Donc non, mais dans des moments comme ça où on fait pas forcément ce qui nous plaît, moi c'est pas que je m'encourage en fait, c'est que je me pousse à y trouver du plaisir, et j'y arrive en plus, tu vois, sur un wargame Port Arthur pour Notes Publishing, c'était pas du tout mon univers, pas du tout ma cam. Le style graphique, j'avais jamais fait du cel shading comme ça, et je leur ai demandé mais vous êtes sûr?
Et ils m'ont dit oui, ça va être cool et tout. Et en fait, mais merci de cette confiance parce que ça m'a sorti de ma zone de confort, parce que j'ai découvert un autre style dans lequel ça marche bien. Et puis le Wargame, c'est cool. Et puis Notes Publishing, c'est quand même une trop cool maison d'édition avec des purs jeux. Tu en as fait plusieurs T'en as fait plusieurs, c'est Notes Publishing Oui, j'ai Diluvium aussi qui va sortir bientôt. Diluvium, d'accord. Bah tiens, parlons-en un petit peu alors. Oui. Quel est le travail qu'on t'a demandé sur ce jeu? Alors, de l'illustration. Oui, bien sûr. Diluvium, c'est un des rares jeux pour lequel j'ai travaillé sur lequel je n'ai pas joué. J'ai pas eu l'occasion. À chaque fois, je le vois en stand, je vois le prototype imprimé. Et, parce qu'il est pas encore sorti, mais je n'ai pas joué encore à ce jeu, donc je ne sais pas du tout concrètement comment on fait. J'avoue que je préfère vraiment jouer au jeu pour comprendre les contraintes techniques, tu vois, de mise en page, de ce qu'il faut vraiment. Après, si on est bien drivé et qu'on nous dit quoi mettre où, c'est un peu plus exécutif comme travail, mais ça marche aussi, quoi. Alors, on va parler un peu plus de ton processus de création, enfin justement ta technique déjà. Comment tu travailles? Est-ce que tu es encore au papier-crayon, à la palette graphique, un mélange de tout ça? Papier-crayon de moins en moins, parce que maintenant on a vraiment des outils qui font économiser du papier. Et je sais pas, moi sur Procreate, ça marche super bien. On peut gommer à outrance, on peut se rater, Je m'y suis faite en fait, mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'étais encore au papier crayonné, au scan et mise en couleur par-dessus. Et puis maintenant, je crois que j'ai toujours un petit carnet sur lequel je fais des petits crobards, mais c'est vrai que le traditionnel, je le garde vraiment pour quand je suis en vacances, sur des petits carnets de voyage et tout, pour pas l'oublier et pour renouer un peu avec le papier. Mais sinon, c'est un métier où il faut rester rentable quand même, donc il faut être efficace et voilà, pas perdre de temps avec des outils. Après, il y en a qui y arrivent très bien. Je pense à Julien Delval qui fait des merveilles. C'est un autre process. Lui, il est en peinture et puis c'est encore autre chose. Et puis lui, c'est plus jeu de rôle. Enfin, moi, je trouve que c'est pour moi un outil beaucoup plus rentable. Donc en fait, ça veut dire là, tu dessines directement sur une tablette, c'est ça, et tu as directement ton rendu numérique, quoi. Ouais, c'est ça. Le rendu est numérique et puis voilà. Ça marche bien. Alors c'est vrai que ça fait qu'on n'a pas d'originaux à vendre derrière mais de toute façon, dans le milieu du jeu, je crois la plupart du temps, les éditeurs ne nous autorisent pas à vendre des ex-libris ou des lithographies à côté. C'est dommage parce que ça pourrait faire de la pub. Oui, c'est vrai, c'est dommage parce qu'on pourrait retirer des très belles affiches de certaines illustrations. C'est quelque chose que je pousse à faire, et surtout quand on pousse le jeu de société à devenir un objet culturel, ça fait partie du game, quoi. Alors là, tu fais une belle transition, effectivement, sur l'objet culturel. C'est cadeau. C'est cadeau. Donc, en fait, oui, j'ai vu ça. Donc, la cofondatrice de la CIL, donc c'est Charte des illustrateurs. On est 8 autres. Pardon, 8 autres. Ouais. D'accord. Il y a qui tient? Alors, il y a Simon Caruso, Christine Alcouf qui dorment à la maison en ce moment. C'est Paris Ludique, c'est pour ça. Voilà. Il y a Erwin, je me rappelle jamais de son nom de famille. Erwin Gaillou, le Gaillou. Voilà. Je sais pas. Très talentueuse. Il y a Jules Oh là là, mais c'est la question piège. Bon, on ira voir. C'est horrible. Oui, allez voir. Il y a Annette Seik aussi. Il y a Marine et Jérémy Fleury. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Mais c'est ça le piège, c'est que si t'en oublies, ensuite c'est l'enfer. Bon, donc on ira checker. Ouais. Donc il y a eu la création de cette charte. Ça a été créé quand? Lancé quand l'idée? Ça doit être en 21, je crois. Okay. On a fait ça et en 22 ça s'est développé. Là en 23 on avait des promesses de sites internet officiels pour ouvrir à l'adhésion au printemps. Là ça y est, on est en été, il faut vraiment qu'on se secoue. On se secoue en fait, on se bouge beaucoup chacun de notre côté. Il y a des périodes de creux parce qu'on a beaucoup de travail et que parfois c'est la tunnelisation. On a communiqué sur les IA dernièrement où on
On a trouvé une banque, on a trouvé un webmaster, il n'y a plus qu'à en fait. D'accord. Alors peut-être on parle du postulat de départ. Donc pourquoi créer la charte des illustrateurs ludiques? Des justiciers ludiques. Il y a un lapsus révélateur. Donc oui, effectivement, parce qu'il y avait les auteurs, il y avait les éditeurs qui se fédèrent, etc. Bah oui, ça manquait cruellement. Alors il y a la charte des illustrateurs tout court, mais en presse, et ça, qui englobe un peu tous les illustrateurs, qui est très très bien faite. Nous, ça reste une référence pour nous au niveau des tarifs, au niveau de plein de choses. Mais ce qu'on veut faire, le but, c'est de fédérer cet univers pour... pas cet univers, ce métier, ce monde ludique, qui n'est pas tout à fait le même que celui du livre. Et on voudrait informer les gens qui débarquent, qu'ils soient nouveaux ou anciens, même des anciens qui voudraient être tenus informés de l'évolution du milieu, de comment rédiger un contrat type, comment défendre nos droits aussi, comment être tenu informé des événements, des lois, de toutes ces choses, de l'évolution de nos reconnaissances aussi. En fait, il y a plein de choses super intéressantes qu'on voudrait communiquer régulièrement au milieu ludique et particulièrement à nos confrères et consoeurs illustratrices. Voilà, donc c'est à la fois effectivement brainstormer sur comment vous pouvez permettre de défendre vos droits, vos milieux, oui, aussi que ce soit pour les éditeurs ou autres. Oui, aussi, et puis même créer un réseau aussi pour se dire, moi je peux pas faire, on m'a proposé un jeu, je peux pas le faire, mais du coup je te le propose. Voilà, la solidarité aussi, quoi. Ouais, voilà, la solidarité, on est concurrents sur le papier, si tu veux, mais on est entre nous, on s'aime beaucoup et on s'entraide et on communique déjà sur certaines plateformes pour se dire que ça a très très bien marché avec tel éditeur, un peu moins avec un autre. Pas pour se mettre contre, en fait, c'est surtout même pour mieux faire le boulot avec les éditeurs, avec les auteurs et pour être encore plus ensemble, en fait. Oui, se sentir pas seul, justement, même on travaille parfois tout seul, mais au moins on n'est pas tout seul. C'est ça. Et parce que c'est un peu le problème du freelance aussi, quoi. C'est qu'effectivement on est très solitaire. Alors je reviens quand même sur ce que tu me disais précédemment sur la création de l'objet culturel ludique. Donc tu es allé défendre ça avec les auteurs justement aussi à l'Assemblée nationale au mois de décembre. C'est bien ça? C'est ça, décembre dernier. Donc là, quel a été ton rôle et comment ça s'est déroulé? Alors on était 8 représentants de chacun de nos secteurs. Il y avait aussi donc il y avait la CIL, il y avait la Société des auteurs de jeux, il y avait le groupement des boutiques ludiques, le groupement des cafés ludiques aussi. Les festivaliers, il y avait les ludothèques, ludothécaires. Je vais en oublier encore. La WEJ, l'Union des éditeurs de jeux. Et c'était chouette parce que du coup, on s'est tous rencontrés et on a tous vu que on travaillait ensemble pour des valeurs chouettes, en fait, des valeurs importantes pour l'objet jeu. Voilà, on essaie de faire reconnaître l'objet au même titre que le livre, en tant qu'œuvre culturelle. Et il y a plein d'arguments, beaucoup trop en fait, de bons arguments qui... La plupart des députés nous disaient « mais c'est pas déjà le cas ?» Eh ben non. D'accord, ça a surpris justement que c'était pas encore le cas. Oui. D'accord. Et on a été très très bien accueillis à l'Assemblée nationale. L'idée était très, très bien entendue. On est plutôt positif à ce niveau-là. On espère que ça ne va pas retomber comme un soufflet. On a eu des retours de notre ministre de la Culture. Je vous invite à aller sur le site, sur le Facebook du GIJS, du groupement interprofessionnel du jeu de société. Où on en parle justement, on évoque les derniers retours de la ministre de la Culture qui nous a pas dit un grand oui pour l'instant. Un grand oui officiel, mais on attend un peu la suite. Pour l'instant, elle reconnaît la reconnaissance de l'auteur de jeux de société au sein des textes de loi. C'est un premier pas. On en veut plus. Bah oui, bien sûr. Voilà. On va lâcher le morceau maintenant qu'on a commencé à le grignoter. C'est ça. On est très très motivés. On a plein de choses à y gagner, quoi. Oui, et puis c'est vrai que tu dis objet culturel, il n'y a pas beaucoup de choses qui fédèrent autant, en fait, le jeu de société, je trouve. Mais oui, et c'est très, en plus c'est humain, ça regroupe les gens, ça fait l'inverse de la télé et de l'internet, ça.
On l'a vu pendant le Covid, on a renoué en fait les uns avec les autres dans une période où il fallait tous s'isoler. C'est vraiment une bonne chose. Et toi, par exemple, quel argument tu as défendu lors de cette rencontre avec quelques députés ? Là, pour l'instant, l'objet est considéré comme un jouet. Parce qu'une règle de jeu, ce n'est qu'une succession d'instructions. Okay. Nous, on a prouvé le contraire. Enfin, on a tenté de prouver le contraire. On a mis en avant le côté historique de l'existence du jeu de société. Je ne saurais pas le présenter aussi bien que Benoît Turpin l'a fait et mes confrères autour de moi ce jour-là. Mais en tant qu'illustratrice, j'ai parlé de notre place dans l'équipe en fait, qui fait que le jeu va exister. Toutes ces recherches en fait, qu'on fait pour que le joueur se sente plongé dans l'univers du jeu, pour que ce soit immersif. Travailler, il y a énormément de jeux qui sont basés sur des zones géographiques, sur l'histoire, sur des romans, sur ce que j'ai pu faire, j'en ai déjà plusieurs qui sont basés sur des livres. C'est des recherches historiques, c'est des recherches iconographiques aussi, pour être le plus juste possible et voire même casser les codes, donc bien connaître les codes pour pouvoir mieux les casser derrière. C'est vraiment un travail d'équipe derrière pour que... Voilà, en fait, c'est dès qu'il faut l'expliquer, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, ça tombe un peu sous le sens, en fait, le truc. C'est que c'est difficile de trouver des arguments parce qu'en fait, il est tellement... Enfin, en plus, nous, étant joueurs déjà, et on n'a même pas besoin de nous convaincre, en fait. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident peut-être à des non-joueurs d'expliquer l'intérêt et l'importance du jeu. Oui, ce serait intéressant de les écouter aussi, oui. Ouais. Tu as évoqué aussi avec la CIL tout à l'heure, je rebondis, votre dernier travail sur les IA. Oui. Justement, pour essayer là, votre demande, elle est de cadrer un peu mieux les choses autour des IA, effectivement, parce que à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui est boosté, mais qui fait peur, forcément. Qui nous touche parce que ça va beaucoup trop vite. Voilà, on est dépassé. Oui. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à l'arrivée de ces IA qui sont exponentielles ? Oui, ça va. Donc ça va très très vite. L'idée c'est que pour pas que ça parte en sucette dans tous les sens et que ça bouleverse toute l'économie du jeu. Nous, les illustrateuristes en premier, c'est vrai qu'on joue un peu les victimes, tout ça, mais en fait, c'est juste qu'on est les premiers touchés, mais on ne sera pas les seuls, parce que c'est toute une économie qui, en effet domino, peut pas s'écrouler, si tu veux, mais évoluer dans une mauvaise direction. C'est tout ce qu'on voudrait éviter en essayant de reconnaître l'objet jeu en tant qu'objet culturel. Là, pour le coup, si tu enlèves un humain et en plus pas n'importe lequel, que ce soit l'auteur ou l'illustrateur, c'est un métier artistique, donc c'est une sensibilité, ça vient des tripes. Là où on nomme l'intelligence artificielle, c'est tout sauf de l'intelligence. C'est de l'algorithme, c'est des mathématiques, c'est peut-être un terme mal choisi et une intelligence artificielle n'aura pas les tripes. C'est en ça aussi que ce qui en ressort peut encore manquer d'âme. Mais comme ça va très vite, si ça se trouve un jour il y en aura une âme et ça n'empêche pas que certains visuels qui ressortent peuvent aussi toucher en fait les cœurs ou les esprits ou les yeux, le regard des joueurs et des consommateurs. Nous, on veut vraiment sensibiliser sur le côté attention parce que la démarche n'est pas éthique, parce que nous, ça reste une concurrence qui est totalement déloyale, que la démarche aussi est une machine vient piller dans le travail des autres. C'est ça, parce qu'on donne des données à la machine et elle va s'inspirer sur ce qui existe déjà, en fait. Oui, le carburant, c'est nous, et on nous demande pas notre avis et on n'a aucune reconnaissance derrière, on n'a pas, voilà. Donc voilà, ouin. Non, mais c'est tout à fait légitime. C'est vrai que, comme tu dis, c'est ce qui est important de faire rapidement, c'est de cadrer. Ouais. Et malheureusement, c'est souvent ce qui est le plus dur, parce que ça prend du temps. Et le temps, on l'a peut-être pas pour le coup. Voilà, et ça vend du rêve évidemment ce truc, parce que tu fais l'économie d'un humain, mais derrière du coup le jeu est fait beaucoup plus vite. Donc plus de jeux sur l'étagère, donc plus de, tu vois, une concurrence aussi entre éditeurs ensuite derrière pour sortir le plus de trucs, parce que c'est déjà une course en fait.
Et non, enfin, c'est pas sympa. Et on peut, alors je vais faire l'avocat du diable, on peut le voir aussi comme un nouvel outil, justement, un nouvel outil de travail. Enfin, là, je vois, j'ai testé, enfin, on n'a pas testé, mais on a vu Photoshop qui s'y met vraiment énormément aux IA. Là, il y a une démo là actuellement, une version bêta qui est assez bluffante. Un bout de photo avec un homme qui est face à la mer et on lui demande de créer la suite de l'image. Ouais. Et en 2 secondes, c'est fait et ah oui, non, mais c'est nickel, super bluffant. Ça peut t'aider à tricher, en fait. Mais après, l'art est gavé de triche, en fait, de plus en plus, tu vois. C'est hyper tentant, en fait. C'est dans le cœur des hommes d'accélérer le processus, de rendre tout plus facile, plus rapide, plus efficace pour nous faire gagner du temps. Faut être plus feignant aussi. Voilà, beaucoup plus feignant aussi. C'est pour ça qu'on est gros et qu'on fait plus de sport et qu'on fait plus. Oui, mais t'as raison, faut défendre ça aussi, complètement. Hein. Voilà, non, il faut, faut se bouger, il faut réfléchir, il faut créer, il faut continuer à faire tout ça et sinon on va se retrouver comme dans Wall-E, quoi, à ne plus rien faire, à ne plus se regarder, à ne plus. C'est une belle. Il y a ça, vision. il y a l'uniformisation en fait des choses aussi. Enfin, voilà, je pense. ça c'est aussi un risque. Au sein de la CIL, on s'est mis à peu près d'accord sur ce qu'on tolère, parce que l'idée c'est pas non plus d'empêcher l'évolution. Hein. Il y a toujours des bonnes choses dans tout, même dans la pire. Et je pense qu'on peut peut-être réellement s'en servir comme d'un outil et pas comme d'un service où on rentre juste des mots et il nous le vomit en images. Je pense qu'on peut s'en servir comme support. On ne veut pas non plus brimer la créativité de certains artistes qui peuvent s'en servir de support. Si ce service-là, en fait, utilise des images libres de droit déjà ou rémunère les artistes qui ont été utilisés pour ces banques de données, là c'est OK. Si l'artiste retouche à hauteur de 50% ou plus son image, pour se la réapproprier, pour vraiment intervenir dessus, y mettre quand même à minima son cœur et son corps, quoi. Là, on le tolère. On peut éventuellement le tolérer aussi dans un mood board. Si un éditeur souhaite nous faire un mood board avec des ambiances, des images, des focales, des couleurs, qui peuvent nous guider un peu, ça peut. On émet beaucoup de réserves sur le prototype, l'utilisation en prototype. Ça peut, mais ça peut aussi brimer la créativité, beaucoup. C'est-à-dire, tu arrives avec un prototype ultra canon, tu dis, OK, qu'est-ce que je fais ? J'enlève juste 2 doigts parce qu'il y en a 2 en trop. Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Voilà. Et encore, ça progresse de plus en plus vite aussi. Maintenant, les IA arrivent à écrire, à faire de moins en moins de fautes anatomiques. C'est-à-dire qu'on la nourrit. Hein, donc, oui, c'est ça, ouais. Donc elle grossit, elle évolue. C'est ce qu'expliquait d'ailleurs Étienne Mineur, ça. On l'a nourri au fil des années. Quand on répond à des captcha, cliquez pour savoir où sont les feux de signalisation, là. On clique là-dessus, donc on donne des réponses. Et on la nourrit comme ça tous, finalement. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, je les nourris, hein, forcément. À la différence de Pierrot, qui ne veut pas nourrir la bête, moi non plus, je ne veux pas la nourrir, mais je veux connaître mon ennemi aussi. Donc, et puis, je veux pas. Et puis, j'ai pas envie d'en faire mon ennemi non plus. Donc, je veux connaître l'animal pour l'appréhender. Savoir le maîtriser. Le maîtriser. De toute façon, on va y avoir droit. Hein, on ne peut pas empêcher ça. Et d'ailleurs, on ne veut pas l'empêcher. On veut juste empêcher le remplacement, la chute, que les artistes d'aujourd'hui qui déboulent en fait sur le marché du travail ou de demain, qui sont encore en école, aient encore cet espoir de se dire mais moi ma place elle est où ? Mais ta place, t'inquiète pas, tu vas l'avoir, ne lâche rien. Et ça c'est un message que je veux vraiment dire à tous ces artistes en herbe, en apprentissage, en pépinière, lâchez rien en fait, on a trop besoin de vous, l'avenir, tu vois. C'est important, et pas pour nourrir la bête. Il va falloir créer des lois, des garde-fous, tout ce qui est possible de créer pour pas que ça parte dans tous les sens. Et bon, a priori, il y a quand même pas mal de gens dans le milieu, en tout cas même éditeurs, etc., qui d'ores et déjà disent nous, on veut continuer de bosser avec des vrais gens. Enfin, je pense. Il y a quand même un côté rassurant quand même, un peu. Oui, c'est bien, merci de rebondir sur le positif, parce qu'évidemment, il y a beaucoup plus d'éditeurs et d'éditrices qui militent et qui se mettent en avant, s'engagent à dire mais nous jamais en fait, moi vivant jamais, et
Et merci, quoi. Merci à tous ces éditeurs dont il faudrait faire une liste d'ailleurs officielle pour les nommer, pour les mettre en avant, ces gens-là merveilleux. L'humain d'abord. Tout à fait. Comment tu travailles avec un éditeur parce qu'effectivement, j'essaie de voir un peu tout le cheminement. Donc il y a l'auteur qui arrive avec son jeu, l'éditeur s'en empare. Souvent, donc la DA, c'est effectivement l'éditeur. Même si finalement ton premier jeu, c'était grâce à un auteur, finalement. Ouais. Donc voilà, ça peut arriver aussi dans ce sens-là. Oui. Mais voilà, à quel moment tu arrives et quelles sont finalement la façon dont tu travailles avec le directeur artistique, les allers-retours. Alors peut-être c'est très variable d'un éditeur à l'autre. Des directeurs artistiques, c'est un peu comme les correcteurs orthographiques dans les journaux. C'est un métier qui tend à disparaître malheureusement et c'est pas un métier négligeable en fait. C'est vraiment un vrai confort quand il y en a un. Quand c'est pas l'éditeur qui s'improvise directeur artistique parce que c'est un vrai métier, l'éditeur aussi c'est un vrai métier qui demande énormément de temps. C'est pour ça, aux éditeurs qui se lancent dans les IA, je leur dis mais vous n'avez pas autre chose à faire en fait, parce que c'est beaucoup de temps finalement passé. Parce que c'est pas juste t'as ton image en 2 minutes. Bon, on va arrêter de parler des IA. Oui, sinon le podcast va durer plus longtemps. Oui, c'est ça. En général, on arrive une fois que l'auteur est arrivé. L'auteur peut effectivement avoir des propositions d'illustratrice. L'éditeur peut proposer à l'auteur, mais l'auteur peut aussi ne pas avoir son mot à dire. Enfin, après, ça dépend vraiment d'une édition à l'autre. Il y en a qui imposent, il y en a peut-être des auteurs qui regrettent, je ne sais pas comment ça se passe. Ah non, j'aurais bien travaillé avec machin. Ils peuvent glisser parfois peut-être des noms, oui, c'est possible. Oui, c'est vrai. Mais en général, oui, j'arrive au moment où le jeu est terminé, a été joué plusieurs milliers de fois pour bien être sûr que la méca fonctionne. Parce que ça reste un gros pari de sortir un jeu, et où l'univers est posé et où l'univers correspond bien au gameplay. Quand il y a une belle association comme ça, souvent l'immersion est totale et ultra plaisante. Donc il faut vraiment bien choisir son sujet et le monde dans lequel ce jeu va évoluer, quoi. Ouais. Et donc toi, en fait, on te donne un cahier des charges très précis pour dire, bah voilà, il y a tel jeu. Alors prenons un exemple sur un jeu peut-être que tu as fait. Je sais pas, tiens, l'histoire d'Unlock Kids que tu as pu travailler. Oui, alors j'ai le scénar, j'ai un PDF avec tout est énoncé. Là, on veut un fantôme sur fond de machin. Évidemment, on a ce qu'on demande aussi. C'est de cibler le consommateur pour savoir si c'est jeunesse, familiale, expert, machin. Et puis de cibler aussi le style graphique, colorimétrique, tout ça, pour bien être cadré en fait. Les cartes blanches, c'est bien aussi quand on a un éditeur qui dit tu fais ce que tu veux, je veux que tu t'éclates. Je veux que tu te fasses plaisir. Ça, c'est cadeau, c'est génial. Quand c'est sincère. Parce que des fois, quand c'est vas-y, j'ai confiance en toi, et puis qu'en fait, tu balances un truc et qu'on te dit c'est pas ce que j'avais imaginé. Je dis bah oui, mais je suis pas dans ta tête en fait. C'est ça. Ouais. Je peux pas deviner. Dans ces cas-là, il faut demander mais qu'est-ce que tu veux pas en fait. Qu'est-ce que tu ne veux pas. Bah même ça, c'est compliqué. Moi, quand par élimination, c'est vraiment pas facile. C'est pas Akinator en fait. Tu sais le truc où par élimination, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, tu sais le mec qui tu devines la célébrité à laquelle tu penses. Par élimination, pour lui, ça marche. Pour nous. Est-ce qu'il y a en tête un jeu dont tu as eu la carte blanche, justement Sigil, plus ou moins. Ouais. Pareil, c'était vas-y, fais-toi plaisir et puis on voit ce que ça donne. Et ça a marché, je crois qu'il y a eu très peu de retours, en fait. En anecdote aussi, il y avait Vol de nuit où le prototype était déjà... C'était pas une IA qui l'avait fait, mais c'était des graphistes et puis qui avaient fait très bien le job. Donc le prototype était tellement canon, je dis mais à quel moment j'interviens ? Tu vois, qu'est-ce qu'il faut refaire là ? Parce que là, c'est bien. Et c'est beaucoup de nuages. Donc ils m'ont dit on veut des nuages, mais on veut tes nuages. Enfin, d'accord. Bon, j'ai fait beaucoup de nuages. T'as un style de nuage particulier ? Je crois, oui. Je suis un peu en mode automatique quand je fais des nuages. J'ai la tête dedans, littéralement. Et ça fonctionne bien quand il y a l'URSSAF au téléphone, et que tu es en attente comme ça et que tu fais des nuages sur Vol de nuit. C'est ça, il y a de l'expérience sur les nuages. Voilà. Et alors, tu as un côté aussi graphiste, en fait, puisque c'est ton métier de base aussi. De base, oui, parce qu'il fallait que j'apprenne un vrai métier, tu sais.
Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est pas incompatible. Voilà. Mais voilà, parce que donc ton dernier jeu Splitto qui sort, hein, il a vraiment une partie très graphique pour le coup. Bah oui, avec Luc Raymond, en fait, il m'avait dit, mais qu'est-ce que tu voudrais faire toi comme jeu? Je dis, bah, j'aimerais bien essayer un truc abstrait, tu vois, avec du graphisme, des motifs et tout. Et il me dit, attends, je vais te sortir ça. Et parce que c'est une boîte à idées, ce mec. Donc, donc il me sort Splitto et j'ai fait, oh bah oui, allons-y. Et c'était très chouette. Il y avait beaucoup de challenges sur ce jeu-là. Sur Splitto, on aurait bien aimé que le jeu n'ait pas besoin de texte sur les cartes. Mais c'était trop compliqué de la jouer avec que des symboles et des rébus. Parce qu'il y a des cartes objectifs. Ouais, sur les cartes objectifs, il fallait quand même du texte. Donc on a essayé d'être le plus concis possible pour mettre du texte. Et après, ils sont revenus pour me demander, il faudrait la traduction en anglais. Et je fais, attends, j'avais déjà du mal sur ces toutes petites cartes à mettre du texte en français. Maintenant, il faut les doubles. D'accord, français et anglais sur les mêmes cartes. Français et anglais. Okay. Et je fais, je suis pas magicienne, mais on a réussi. Oui. Je crois. Et je sais même pas s'il est sorti d'ailleurs. Si ça se trouve, c'était top secret. Ah bah, peut-être. Non, j'en sais rien. Oui, bah, de toute façon, il y a toujours des défis quand on est graphiste. On demande tout le temps des trucs. Ah oui, il y en a plein et c'est fort agréable. Ouais, c'est ça, c'est des trucs toujours infaisables. Un peu sur le moment, mais après, avec le recul, on fait, c'est bon, j'ai réussi. C'est gratifiant. Eh bien, écoute, on va essayer de conclure doucement. Sur tous les jeux que tu as pu faire, donc de ta ludothèque personnelle, est-ce qu'il y en a un ou plusieurs dont tu es particulièrement fier? Est-ce qu'il y en a un coup de cœur? J'ai beaucoup aimé travailler sur Shaman. Enfin, en fait, tous, j'y mets mon cœur dedans et tous me fait plaisir. Sigil, qui est mon petit chouchou, je crois, par Henri Karmarek chez Don't Panic aujourd'hui. Le fait qu'il t'ait mis le pied à l'étrier, peut-être aussi. Bah, c'est même pas le fait, en fait. C'est grande gratitude là-dessus. Et puis, je me souviens du plaisir que j'ai eu à le faire. Et j'aimerais bien refaire des jeux d'association d'idées comme ça, des jeux visuels à la Dixit, à la Muse, tu vois. T'as pas eu l'occasion d'illustrer encore des cartes de Dixit? Ah non, mais j'aimerais trop. Mais ils le savent. Ouais. Ça, c'est des... Ok. Hey. Donc, tu lâches pas, tu y reviens de temps en temps. Non, je les secoue. Je vais devenir agressive à force. On va sortir les crocs. Tu as aussi touché au domaine des escapes book, escape game, je crois aussi. Dernière escape book, c'est Le Loup de Tierce-Lieu. Loup-garou de Tierce-Lieu, ouais. Voilà. Enquête au village, chez Mango Édition. Donc j'ai déjà joué. Donc sympa, mais il a fallu chercher ton nom, là pour le coup. T'es dans l'ours, mais voilà. C'est un truc qu'on essaie de défendre, évidemment, surtout avec l'arrivée des IA, on y revient. Mettre en avant l'humain, c'est plutôt chouette et c'est de plus en plus, c'est pas seulement une question d'ego. C'est peut-être même pas du tout, en fait, finalement. C'est sympa aussi quand tu vas voir un film et tu sais qui joue dedans. Qui est l'équipe derrière, qui est au script, qui est au scénar et à la mise en scène. C'est intéressant parce que tu vois la patte, ce sont des artistes qui sont derrière et c'est toujours chouette de savoir qui a travaillé. Ça met en avant le côté humain de toute cette belle équipe et parfois pour des raisons éditoriales, non. Donc, il y a des fois, c'est pas négociable parfois dans les contrats, c'est ça? Ah oui, complètement. Okay. Donc, c'est dommage. On met son ego de côté, on fait bon. Et des fois, il y a juste pas de place. C'est des toutes petites boîtes et là, on fait oui, bon. Au dos, c'est très bien aussi, hein, ou une tranche, ou voilà. Mais c'est quelque chose qui est aussi demandé par le consommateur. Donc, c'est pour plein de raisons, c'est chouette et pour plein de raisons, on encourage cette pratique. Je rebondis sur un autre truc que tu as dit tout à l'heure quand tu parlais d'ex-libris, de pouvoir faire des ventes à un moment donné. Des ex-ludis, Des ex-ludis. Non, mais non, c'est moi qui ai dit ex-libris à l'origine. C'est toi qui as dit ça? Oui. Okay, et puis là, j'y repense et je me dis ex-ludis, peut-être c'est mieux. Et si ça se trouve, je me plante complètement et c'est parce que j'ai pas fait latin. Donc revenir là-dessus sur le fait qu'effectivement, est-ce que ça, c'est des choses qui peuvent se négocier justement au moment de la signature du contrat, de dire voilà, on se peut faire ça. Ouais, c'est bien de le faire de base. Après, si tu l'as pas fait de base, tu demandes la permission avant pour éviter d'avoir des mauvaises surprises. Parce qu'on fait souvent des expos, nous autres, parfois, où on nous demande, que ce soit au sein des événements comme à Cannes, là, ça a été mis en place cette année pour la première fois, un espace dédié aux artistes dans le milieu du jeu, qu'on met en avant les visuels sortis de leur contexte, donc sans les numéros, sans les flèches, sans les... Tu vois, tout ça. Oui, tous les aspects graphiques pour le coup. Voilà, c'est ça. C'est très super en fait de voir ce que font les potes. Puis à côté de ça, on peut aussi faire des expositions en dehors d'un contexte ludique.
d'un événement, d'un festival, où ça peut être une mairie, ça peut être une salle qui nous propose, ça peut être nous qui recherchons à arrondir les fins de mois en vendant quelques illustrations sorties de leur contexte, imprimées à un nombre d'exemplaires limité, que ce soit 10 ou 50. Mais signé de notre main avec une petite bafouille ou quelque chose, numéroté. Il y a de la demande derrière et puis c'est dommage qu'on nous le refuse parce qu'on peut aussi, on peut aussi mettre un petit filigrane pour citer le nom du jeu et citer les auteurs et les éditeurs. Donc aussi. Ça va être un travail de la CIL. Ça serait sympa qu'on mette ça en avant. Un travail parmi tant d'autres. Encore. Ouais. Ok, j'ai encore plein de questions, mais alors j'en choisis une comme ça. On parlait des propres jeux que tu pouvais préférer. Est-ce qu'il y a des illustrateurs aussi dont tu aimes particulièrement le travail et qui ont fait peut-être un jeu que tu t'es dit mais j'aurais trop aimé le faire aussi comme ça, par exemple. Oui, évidemment. J'ai du Jérôme Pellissier et Karine Indé, évidemment. J'ai du Paul Échegoyen que j'adore, dont j'adore le travail, parce que maintenant je ne le connais pas. Salut Paul. J'ai du Pascal Kido, je suis ultra fan. C'est des styles bien différents. Et puis en fait plein d'autres. C'est embêtant d'énumérer des gens parce qu'on a envie d'en énumérer plein. On a peur de blesser ceux qu'on n'énumère pas. mais ceux-là, c'est vraiment ceux qui me viennent le plus. Ah si, il y a Mathieu Lessène aussi que j'aime beaucoup, 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 qui a l'air d'être un chouette bonhomme que je n'ai, je crois, jamais rencontré, qui est dans le partage aussi beaucoup de savoir-faire. Okay. Et ça, je l'ai fait. J'ai enseigné, mais c'est tellement vampirisant, j'ai pas les épaules, je crois. Je reviens trop épuisée. Okay. Et du coup, j'ai un peu arrêté, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et les gens étaient tellement réceptifs, c'était ultra plaisant. J'avais des élèves d'autres classes qui venaient me voir à mon cours, qui venaient participer. J'ai dit mais pourquoi vous êtes là? Et ils disaient parce qu'on a entendu dire que c'était chouette. C'est cool. D'accord. Alors, j'aimerais faire un petit portrait chinois, comme je fais régulièrement avec mes invités. Donc, tu es joueuse aussi. Alors, je suis devenue. Parce que je ne l'étais pas du tout au départ. Donc, est-ce que si tu étais une mécanique de jeu, laquelle serais-tu? Alors, j'ai vu que les gens répondaient beaucoup par les genres de jeux qu'ils aimaient. Moi, je ne vais pas répondre par les genres de jeux que j'aime, mais plus des trucs qui me définissent, vu que c'est un portrait chinois. Exactement, c'est ça la question. Donc, les jeux, je dirais les jeux en solo. Parce que je suis très dans ma bulle et évidemment c'est pas les mechas que je préfère, mais parce que j'ai pas les petits solitaires ou les démineurs, ça va 5 minutes on va dire. Et puis moi quand je suis seule j'ai autre chose à faire que de jouer. J'ai de la vaisselle, j'ai l'aspirateur et tout ça. Mais donc je serais un jeu en solo. Donc un jeu solo c'est plutôt le mode de jeu. Du coup, le mode de jeu. Mais donc une mécanique pas forcément. Tu t'en fiches un peu, t'aimes un peu tout. Par exemple du draft. Mécanique, j'aime bien les jeux à rôle caché. Ah ouais. J'aime bien aussi les associations d'idées. Tu vois, la Dixit par exemple. J'ai pas joué à Canva encore. J'aimerais bien essayer ce jeu. Très très beau. Des jeux qui peuvent justement peut-être attirer aussi l'imagination, justement. Ouais, c'est ça. Ouais. Stimuler l'imagination des gens. Voir ce qu'il y a dans les nuages, justement. Ouais. Alors, si tu étais un auteur de jeu, Maud? Si j'étais un auteur de jeu, je rêverais d'être Henri Kermarek, pas parce que c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, mais plutôt parce que c'est un type génial. Qui a un grand cœur, qui est d'une justesse à toute épreuve, qui a des valeurs et des principes moraux fabuleux. J'aimerais bien être lui, en fait. Voilà, c'est quelqu'un de formidable et qui a plein de belles idées et qui est sur un projet complètement fou en ce moment. Complètement fou, pour lequel je l'encourage. Je ne dirai rien parce que c'est ultra top secret, mais je pense qu'il va apporter énormément dans l'histoire du jeu de société là. Oh, c'est un beau teasing. Teaser. Un beau teasing, ouais. Voilà. Est-ce que du coup tu aurais quelqu'un à me conseiller d'interviewer? Donc peut-être c'est tout trouvé du coup. Ah bah écoute, moi mes deux acolytes nocturnes du moment, les Christine Alcouf et les Simon Caruso, sont des gens fabuleux. Peut-être Simon Caruso on l'entend pas souvent. Ok. Alors Christine je l'aime beaucoup.
Et enfin, vois les deux, pourquoi pas. Mais Caruso, il est moins sur le devant de la scène et on aimerait bien l'entendre parce que c'est un gars bien. J'ai eu envie de l'insulter parce que j'aime bien insulter quand j'aime bien les gens, mais je me suis dit non, je vais y aller mollo quand même, on n'est pas chez Flux Glacial. Donc c'est un petit chou la Caruso. Donc je vais dire Caruso. Ok, tu lui passeras mon contact. D'accord. Écoute, je te propose qu'on termine notre podcast comme je termine tous les podcasts. Oui. Au jeu signé Maud Chalmel. Tu joues quoi ? Merci pour votre écoute attentive et pour vos messages encourageants sur les réseaux sociaux, notamment celui de J'aime Graphics sur la chaîne YouTube qui a apprécié le discours du Capitaine Meeple sur l'inclusivité dans le monde du jeu. Le prochain épisode sera consacré à l'auteur Antonin Boquera. Il vient de remporter le prix du Spiel des Jahres, catégorie enfant, avec le jeu Mysterium Kids. Rendez-vous dans 2 semaines et bonne écoute sur la route des vacances.